Décembre. 2025 ne clôt pas une année, il déclenche une cadence. Selon les bilans du commandement, plus de 40 opérations coordonnées sont menées en moins de 30 jours, soit une intervention toutes les 17 heures, avec reconnaissance, assaut, retour sur zone, puis redéploiement. Cette doctrine d'initiative permanente veut priver les groupes armés du temps, de l'espace et de la peur. Et Ibrahim Traoré la présente comme une bascule de posture plutôt qu'un coup d'éclat. Ce récit propose une lecture structurée de ce basculement, sans célébration ni procès d'intention, à partir des faits disponibles et de leurs enchaînements. L'enjeu pour le lecteur est clair: comprendre en quoi une guerre définie par le rythme peut modifier durablement la sécurité, l'économie locale et la relation entre l'État et la population, en une dizaine de minutes de lecture utile. Il ne s'agit pas seulement d'aligner des opérations, mais d'examiner ce que cette continuité change concrètement sur le terrain, pour les soldats engagés, pour les civils qui rouvrent des marchés et pour un appareil étatique qui cherche à redevenir visible. La stratégie portée par Ibrahim Traoré se mesure moins à un pic de victoire qu'à sa capacité à durer sans rupture logistique ni effondrement moral. Si elle tient, elle redéfinit la notion même de sécurité au Burkina Faso. Si elle fléchit, elle expose le pays à un retour brutal de l'incertitude. C'est cette zone de tension entre promesses et risques que les sections suivantes vont éclairer pas à pas. En décembre 2025, plus de 40 opérations coordonnées sont conduites en moins de 30 jours, soit une intervention en moyenne toutes les 17 heures selon les bilans consolidés du commandement. Ce chiffre ne décrit pas une intensité ponctuelle, mais un changement de posture. Le passage d'une défense d'attente à une initiative continue, assumée et planifiée. Pendant des années, les forces du Burkina Faso avaient fonctionné sur un schéma réactif, répondant à des attaques souvent choisies par les groupes armés dans des temporalités dictées par les saisons et les opportunités adverses. Cette logique avait installé une forme de fatigue sociale, nourrie par l'impression que la sécurité dépendait d'événements exceptionnels plutôt que d'une présence régulière. Décembre 2025 rompt avec cette inertie en imposant un tempo qui ne laisse plus de plage de réorganisation à l'adversaire. La doctrine mise en avant repose sur trois principes simples: vitesse, répétition et continuité. Les unités avancent, se replient brièvement, puis reviennent sur les mêmes zones afin d'empêcher toute reconstitution de cellules armées. Les forêts, autrefois refuges, deviennent des espaces surveillés et revisités. Les corridors frontaliers, longtemps perçus comme des lignes de fuite, sont traités comme des points de pression permanents. Ibrahim Traoré formule cette orientation comme une guerre du rythme plutôt qu'une guerre du terrain. Dans ce cadre, chaque opération prépare la suivante. L'observation aérienne guide les mouvements au sol, tandis que les troupes terrestres sécurisent, soutiennent et reviennent sans laisser de vide durable. Cette continuité modifie la perception du conflit, autant pour les combattants que pour les populations. La guerre cesse d'être un événement intermittent pour devenir une présence constante, organisée et lisible. Le contexte de décembre 2025 n'est donc pas celui d'un mois exceptionnel, mais celui d'un point de bascule. Il marque l'abandon d'une temporalité subie au profit d'un calendrier imposé, avec une question centrale en suspens: cette cadence peut-elle se transformer en endurance sans s'épuiser? Sur le terrain, cette mutation stratégique prend d'abord un visage humain, celui des volontaires pour la défense de la patrie qui ouvrent les pistes aux unités régulières. Dans l'est du pays, ces guides civils connaissent les points d'eau, les chemins minés et les passages effacés des cartes officielles. Leur rôle n'est pas tactique au sens classique, mais décisif dans la capacité des forces à revenir
encore et encore sur les mêmes zones sans se perdre ni s'exposer inutilement. Dans un village repris à plusieurs reprises en l'espace de 2 semaines, un sous-officier résume l'état d'esprit dominant. Il ne s'agit plus de défendre un lieu figé, mais de garantir qu'il reste vivant. Cette phrase circule de patrouille en patrouille, comme un marqueur de la nouvelle doctrine. La présence constante devient une arme psychologique autant qu'un outil militaire, car elle empêche le vide sécuritaire de se réinstaller après le départ des colonnes motorisées. Les effets précoces se lisent dans des détails concrets. Des routes secondaires rouvrent, parfois pour la première fois depuis des mois. Les marchés cessent d'être silencieux. Les convois humanitaires peuvent accompagner certaines patrouilles, signe que la coordination dépasse le strict cadre militaire. Pour les habitants, la sécurité ne repose plus sur un passage ponctuel de l'armée, mais sur la répétition rassurante de son retour. Ibrahim Traoré insiste sur cette idée de continuité comme rempart à la peur. L'impact immédiat n'est pas une victoire spectaculaire, mais une modification de la perception quotidienne du danger. La sécurité ne vient plus d'un miracle attendu, mais d'une persistance visible. La question devient alors simple et lourde de conséquences. Cette présence répétée peut-elle s'ancrer durablement dans le temps sans perdre sa force? Le déclenchement intervient dès les premiers jours de décembre 2025, lorsque plusieurs colonnes motorisées quittent simultanément Kaya, Tenkodogo et Fada à l'aube. L'objectif n'est pas une prise spectaculaire, mais l'occupation rythmée d'espaces considérés comme instables, en particulier les zones boisées du centre-est. Chaque mouvement répond au précédent sans pause prolongée, créant une séquence continue où reconnaissance, assaut, retour puis redéploiement s'enchaînent comme une pulsation. Cette cadence marque la fin d'une logique d'opération isolée, remplacée par un flux coordonné, suivi en temps réel par le commandement. Le pic de cette dynamique se manifeste lorsque la pression est maintenue sur plusieurs régions à la fois. Les forêts de Pama, les abords du parc d'Arli et les corridors menant vers la frontière nigérienne sont investis, nettoyés, puis revisités. Là où les groupes armés s'attendaient des fenêtres de répit, ils découvrent un adversaire qui revient avant toute réorganisation possible. Certaines positions sont reprises 3, parfois 4 fois en moins de 10 jours. Cette répétition érode les capacités de repli, oblige à l'abandon de matériel et disperse les combattants adverses sur des itinéraires devenus imprévisibles. Dans l'air, les moyens de surveillance et d'appui tracent un quadrillage constant. Chaque alerte est traitée dans un délai réduit, souvent à partir d'informations collectées moins de 24 heures auparavant. Cette synchronisation entre ciel et sol renforce l'effet de surprise, non par l'exception, mais par la constance. Les routes frontalières, autrefois perçues comme des lignes de fuite, se referment progressivement comme des filets. La forêt, jadis refuge, se transforme en zone de traque où le mouvement devient un risque. Les répliques de cette phase intense se lisent dans la manière dont les forces organisent leur endurance. Les unités ne restent pas figées sur une position, mais alternent présence et retrait, bref, afin de prévenir l'épuisement tout en maintenant la pression. Des points de ravitaillement avancés sont mis en place pour soutenir cette mobilité. La logistique, souvent reléguée au second plan dans les conflits asymétriques, devient ici un levier central de la stratégie. Tenir le rythme suppose de prévoir le repos avant la fatigue, principe rappelé à plusieurs reprises par Ibrahim Traoré dans ses directives. Sur le terrain, les habitants perçoivent rapidement la différence. Les axes routiers, longtemps désertés, reprennent vie. Des convois civils circulent de nouveau, parfois sans escorte lourde pendant plusieurs jours consécutifs. Le bruit des moteurs, associé pendant des années à la peur, devient progressivement un signal de protection.
Cette transformation du quotidien ne résulte pas d'un événement unique, mais de la répétition méthodique des opérations. Ainsi, la séquence de décembre 2025 ne se résume pas à une montée en puissance ponctuelle. Elle dessine un cycle où chaque action prépare la suivante, où le temps devient l'arme principale. Le pari est clair. Priver l'adversaire de toute respiration. Reste à savoir si cette mécanique peut conserver son efficacité lorsque l'intensité initiale laisse place à la durée. Avant décembre 2025, la référence implicite pour mesurer l'action militaire au Burkina Faso reposait sur des opérations espacées, souvent conditionnées par des contraintes saisonnières, logistiques ou informationnelles. Les groupes armés disposaient de phases de repos identifiables, leur permettant de se replier, de se réorganiser et de tester à nouveau les défenses étatiques. Cette situation constituait le point de départ, une sécurité discontinue, marquée par des pics d'intervention suivis de vides prolongés. On peut d'abord repérer une rupture dans le rythme opérationnel. En moins de 30 jours, plus de 40 opérations coordonnées sont conduites, soit une moyenne d'une intervention toutes les 17 heures. Ce passage d'un tempo hebdomadaire ou événementiel à une cadence quasi quotidienne représente un changement structurel. Il réduit mécaniquement le temps disponible pour la reconstitution de cellules armées, même temporaires. Autrement dit, l'écart ne réside pas seulement dans le volume d'action, mais dans la compression du temps entre deux engagements. On remarque ensuite un autre repère lié à la projection aérienne et à la coordination interarmes. Près de 81 missions de surveillance et d'appui sont effectuées sur la même période en soutien direct des troupes au sol. Chaque frappe ou guidage repose sur des informations collectées moins de 24 heures auparavant, ce qui limite les marges d'erreur et renforce la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Le écart ici s'observe dans la synchronisation. L'air et le sol n'agissent plus en séquence, mais comme un seul système partageant une même horloge opérationnelle. On voit aussi un repère, souvent moins visible mais central, qui concerne le moral et la cohésion. Les désertions fréquentes les années précédentes dans un contexte d'usure et d'incertitude chutent de près de 60% sur le mois de décembre. Ce chiffre ne traduit pas une absence de fatigue, mais un changement de perception. Les rotations plus courtes, les points de ravitaillement avancés et la prévisibilité du soutien logistique réduisent le sentiment d'abandon qui mine habituellement les forces engagées dans des conflits asymétriques. Ces trois écarts combinés produisent un effet cumulatif. Le rythme élevé prive l'adversaire de repos. La coordination interarmes limite l'imprévisibilité et la cohésion interne soutient la durée. Les chiffres ne sont donc pas une fin en soi, mais des marqueurs d'une transformation plus profonde. La guerre n'est plus mesurée par des victoires ponctuelles, mais par la capacité à maintenir une pression constante sans rupture majeure. Ibrahim Traoré insiste sur ce point dans ses directives. Tenir ne signifie pas frapper sans relâche, mais organiser la continuité. Les données de décembre 2025 suggèrent que cette approche est techniquement viable à court terme. Elles ne garantissent pas le succès à long terme, mais elles montrent que le passage du point de départ à ce nouveau écart n'a pas provoqué d'effondrement immédiat, ni matériel, ni humain. La question qui s'impose désormais n'est plus celle de la possibilité, mais celle de la soutenabilité. Ces indicateurs peuvent-ils rester positifs lorsque l'exception devient la norme et que la durée remplace l'élan initial? Les partisans de la doctrine de pression permanente avancent deux arguments principaux. D'abord, imposer le rythme retire aux groupes armés leur avantage historique, celui du choix du moment et du lieu. En maintenant une présence continue, l'État reprend le contrôle du temps, réduit l'effet de surprise et force l'adversaire à réagir plutôt qu'à planifier. Selon cette lecture,
La décision portée par Ibrahim Traoré marque un tournant rare en Afrique sahélienne, où la fatigue assumée remplacerait la dépendance à des appuis extérieurs intermittents. Le second argument souligne l'effet psychologique. La répétition des opérations, même de faible ampleur, érode la confiance des groupes armés plus sûrement qu'une offensive spectaculaire. Chaque retour de patrouille devient une alerte permanente, chaque mouvement un risque. Pour les civils, cette continuité change la perception de l'État, désormais vu comme présent et constant plutôt que comme un visiteur occasionnel. Dans cette optique, la guerre du rythme serait moins coûteuse à long terme qu'une alternance de phases calmes et de chocs violents. À l'inverse, les critiques formulent deux réserves majeures. La première concerne l'usure interne. Une armée engagée sans pause visible peut s'épuiser avant son adversaire si la logistique, les rotations et la motivation ne suivent pas. L'intensité prolongée est parfois confondue avec l'endurance, alors qu'elle peut masquer une fragilité progressive. La seconde réserve porte sur la stabilité. Maintenir la pression ne suffit pas à lui seul à reconstruire une gouvernance durable. Sans relais civil rapide, le vide peut réapparaître dès que le tempo ralentit. Les faits de décembre 2025 permettent une réponse partielle. La continuité des opérations n'a pas entraîné d'effondrement moral ni de rupture logistique immédiate. Les pertes restent limitées, les désertions reculent et les liaisons interunités se renforcent. Cela ne invalide pas les critiques, mais suggère que les conditions minimales de soutenabilité ont été anticipées. Ibrahim Traoré semble conscient de cette tension. La stratégie ne repose pas sur la négation de la fatigue, mais sur son organisation. Le cœur du débat n'est donc pas de savoir si la pression use, mais si elle peut être transformée en endurance sans perdre sa cohérence politique et sociale. Au cœur de décembre 2025, un basculement discret mais décisif s'opère lorsque les forces terrestres et aériennes cessent d'agir en séquences séparées pour fonctionner comme un seul organisme. Jusqu'alors, l'observation, la frappe et la progression au sol suivaient des tempos distincts, laissant subsister des angles morts exploitables. Désormais, l'œil du ciel guide en temps réel le pas du sol, et la manœuvre terrestre appelle immédiatement l'appui aérien sans rupture ni délai significatif. Cette synchronisation modifie la nature même du risque. Bouger devient s'exposer. Les drones, les hélicoptères et les observateurs au sol partagent une même horloge, celle d'une guerre continue où chaque déplacement est détecté, suivi et potentiellement neutralisé. L'imprévisibilité, dernier avantage structurel des groupes armés, se réduit à mesure que le réseau se densifie. Pour les unités engagées, cette alliance change le rapport à la peur. Elles ne sont plus seules ni aveugles, mais intégrées à un système cohérent. Ibrahim Traoré résume cette évolution en évoquant une transparence nouvelle du terrain. La forêt, longtemps symbole d'opacité et de refuge, perd sa fonction protectrice. Ce n'est pas une victoire spectaculaire, mais un changement de règle du jeu. À partir de ce point médian, la question n'est plus de savoir si la cadence peut être imposée, mais quels effets durables cette intégration produit au-delà du champ militaire. Pour l'État, la première conséquence tangible de cette séquence est le retour progressif d'une présence administrative dans des zones longtemps considérées comme perdues. La réouverture durable de plusieurs axes routiers permet aux services publics de suivre, au moins partiellement, le rythme militaire. Des écoles rouvrent, dans certaines communes de l'Est, des agents reviennent, et l'image d'un État absent commence à s'estomper au profit d'une présence plus régulière. Cette visibilité institutionnelle reste fragile, mais elle s'appuie sur une continuité sécuritaire qui n'existait plus auparavant. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Gouverner ne signifie pas seulement décider, mais rester.
Pour les entreprises locales et les acteurs économiques, l'effet est immédiat sur les flux. Les transporteurs peuvent à nouveau circuler entre capitales régionales, parfois sans escorte lourde pendant plus de 2 semaines consécutives sur certains axes. Cette fluidité réduit les coûts logistiques, raccourcit les délais et redonne une valeur économique à des routes abandonnées depuis des années. Le commerce agricole, notamment celui du maïs et du bétail, progresse sensiblement sur la fin de l'année, signe que la sécurité rythmée a un impact direct sur la capacité d'échange. Cette reprise reste inégale, mais elle montre que la stabilité ne dépend pas uniquement de la force armée, mais de la régularité des circulations. Pour les populations civiles, les conséquences sont d'abord humaines. Les marchés hebdomadaires retrouvent leur activité, les familles peuvent voyager sans escorte systématique et des communautés dispersées renouent avec des proches isolés depuis des mois. La peur cesse d'être la condition première du mouvement. Dans les villages, le bruit des moteurs change de signification. Il n'annonce plus seulement le danger, mais souvent la protection. Cette transformation du quotidien n'efface pas les traumatismes passés, mais elle modifie la manière dont les habitants projettent leur avenir immédiat. À l'échelle régionale, enfin, l'expérience burkinabé est observée avec attention. La logique de pression permanente commence à inspirer d'autres armées sahéliennes, non comme une recette universelle, mais comme une alternative à la dépendance extérieure. Le message est politique autant que militaire. L'endurance nationale peut devenir une ressource stratégique. Ibrahim Traoré présente cette trajectoire comme un apprentissage collectif plutôt qu'un modèle exportable. Ces effets combinés dessinent un tableau contrasté. La sécurité rythmée crée des opportunités réelles, mais elle engage aussi des responsabilités accrues. Si l'État, l'économie et la société avancent à des vitesses différentes, l'équilibre peut se rompre. La question centrale demeure alors ouverte. Comment aligner durablement ces quatre niveaux sans que l'un n'épuise les autres? On peut d'abord envisager un scénario de base fondé sur une continuité maîtrisée. La pression militaire reste élevée sur les zones clés du centre et de l'Est sans extension brutale du dispositif. Les forces conservent l'initiative, les axes rouvertes demeurent praticables et l'administration civile progresse par étapes prudentes. Dans cette trajectoire, la sécurité ne s'améliore pas spectaculairement, mais elle cesse de reculer. Le risque principal n'est pas la défaite, mais l'érosion lente des ressources humaines et logistiques si la cadence n'est pas ajustée avec rigueur. On peut aussi envisager un scénario optimiste qui suppose une consolidation plus profonde. La coordination interarmes se renforce, les lignes logistiques se stabilisent et les rotations deviennent plus prévisibles. Cette combinaison permettrait d'élargir progressivement les zones sécurisées et de transformer des sanctuaires rebelles en espaces contrôlés. Les communautés locales retrouveraient une activité économique plus régulière et l'État pourrait afficher des résultats symboliques forts, non par une victoire éclatante, mais par la normalisation de territoires entiers. Ibrahim Traoré pourrait alors présenter cette période comme la preuve qu'une endurance nationale bien organisée peut produire des effets durables. On peut enfin imaginer un scénario pessimiste articulé autour d'un facteur unique, la fatigue. Si la cadence imposée en décembre 2025 ne peut être soutenue, la moindre faille devient une opportunité pour les groupes armés. Les attaques sporadiques réapparaissent, les routes se referment partiellement et la confiance reconstruite s'effrite. Dans ce cas, la pression permanente se retourne contre ceux qui l'exercent car l'intensité initiale n'a pas été transformée en stabilité structurelle. Entre ces trajectoires, une recommandation s'impose. Pensez la sécurité comme un processus, non comme une série de pics. La question
n'est pas de choisir entre vitesse et prudence, mais d'articuler les deux dans le temps. La réussite dépendra moins d'un moment décisif que de la capacité à maintenir une ligne droite, malgré les secousses inévitables. Pour les habitants des zones concernées en premier lieu, l'enjeu est immédiat et concret. La sécurité rythmée modifie les gestes quotidiens. Se rendre au marché, envoyer un enfant à l'école, voyager entre villages sans escorte systématique. Ces actes ordinaires, longtemps suspendus, redeviennent possibles, même de manière imparfaite. Pour ces populations, la réussite ne se mesure pas en communiqué, mais en nuits plus calmes et en trajets moins redoutés. Pour les familles de soldats et de volontaires, l'impact est différent mais tout aussi réel. La continuité des opérations signifie une exposition prolongée, mais aussi une organisation plus lisible. Les permissions sont mieux planifiées, les contacts plus réguliers et le sentiment de chaos laisse place à une fatigue ordonnée. Cette prévisibilité n'annule pas l'inquiétude, mais elle réduit l'angoisse liée à l'incertitude permanente. Dans ce cadre, la discipline devient une forme de protection psychologique. Pour les citoyens éloignés des zones de combat, notamment dans les centres urbains, la transformation est plus symbolique. Voir les forces nationales agir de manière autonome et continue alimente une forme de fierté collective. Les discours sur la souveraineté cessent d'être abstraits lorsqu'ils se traduisent par des routes rouvertes et des échanges rétablis. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette perception pour rappeler que la sécurité n'est plus un service distant, mais une responsabilité partagée. Deux pistes simples émergent pour le lecteur. D'abord, observer la sécurité à travers ses effets concrets plutôt que ses annonces. Ensuite, comprendre que la durée exige une participation diffuse, respect des règles locales, circulation de l'information fiable, soutien aux relais civils. La stratégie ne repose pas uniquement sur ceux qui combattent, mais sur ceux qui rendent la normalité possible. La question finale reste ouverte. Dans quelle mesure chacun accepte-t-il que la sécurité durable se construise lentement, sans triomphe immédiat, mais avec une constance exigeante? Pour transformer l'élan de décembre 2025 en dynamique durable, une feuille de route pragmatique se dessine autour de priorités séquencées. La première concerne la rotation des unités. Les forces engagées doivent être relevées plus fréquemment, non pour réduire la pression, mais pour préserver la vigilance et prévenir l'usure invisible. La mesure de cette étape repose sur des cycles de déploiement plus courts et des indicateurs simples de disponibilité opérationnelle. La deuxième priorité touche à la logistique territoriale. Les axes rouverts ne peuvent rester de simples couloirs de passage. Ils doivent être consolidés par des dépôts régionaux, des points de ravitaillement avancés et des communications fiables. Une armée mobile ne vaut que si elle peut se nourrir, se soigner et coordonner ses mouvements sans rupture. Ici, l'efficacité se mesure par la régularité des flux, non par leur volume exceptionnel. Une troisième priorité concerne l'intégration civile. Dans les zones stabilisées, l'administration locale doit suivre rapidement la présence militaire. Écoles, services de base et autorités communales constituent le visage durable de l'État. Sans ce relais, chaque succès sécuritaire reste fragile. Ibrahim Traoré insiste sur cette articulation. La sécurité prépare le terrain, mais la gouvernance lui donne un sens. Une quatrième étape concerne la lutte informationnelle. Des unités dédiées à la vérification et à la pédagogie numérique visent à contenir les rumeurs et les récits anxiogènes. Protéger les routes de la parole devient aussi crucial que sécuriser celles du transport. Le succès se mesure ici à la confiance, difficile à quantifier mais essentielle à la cohésion. Enfin, la coopération régionale complète l'ensemble. Une coordination accrue avec les pays voisins
limite les replis transfrontaliers et réduit les effets de débordement. Cette feuille de route ne promet pas une paix immédiate, mais une méthode répétable. La question demeure. Cette discipline collective peut-elle être maintenue lorsque l'attention médiatique se déplace ailleurs? Dans les villages de l'Est, un motif revient souvent dans les récits de récents, le silence de la nuit, non plus celui de la peur, mais celui du repos. Autour des feux, soldats, volontaires et familles partagent néguin des moments ordinaires qui avaient été disparus, comme si la continuité retrouvée permettait enfin de respirer. Ce détail, banal ailleurs, devient ici un symbole puissant du changement engagé depuis décembre 2025. Ce rappel renvoie au guide civil évoqué plus tôt, à ces figures discrètes qui incarnent l'ancrage local de la stratégie. Leur connaissance du terrain, combinée à la présence répétée des forces, transforme l'idée abstraite de sécurité en expérience vécue. La victoire n'est pas proclamée, elle se ressent dans la régularité des gestes et la diminution de l'angoisse quotidienne. Ibrahim Traoré reprend souvent une formule simple. Ce qui est défendu n'est pas seulement un territoire, mais la possibilité de vivre sans crainte. Cette phrase circule entre camps et marchés, non comme un slogan triomphal, mais comme une reconnaissance du chemin parcouru. Elle rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa maîtrise dans la durée. La ligne qui se dessine est claire et exigeante. La constance vaut mieux que l'éclat. Tenir le rythme sans s'y perdre devient l'épreuve centrale, bien plus que l'obtention d'un succès ponctuel. À l'issue de ce parcours, une image s'impose moins par sa force que par sa sobriété, celle d'un pays qui ne cherche plus à prouver sa puissance, mais sa capacité à durer. La stratégie décrite n'est ni un modèle universel, ni une promesse de paix rapide. Elle renvoie plutôt à une interrogation collective sur la manière dont une société accepte l'effort prolongé, la discipline partagée et l'absence de triomphe immédiat. Ibrahim Traoré inscrit ce récit dans une temporalité longue où chaque avancée compte moins pour son éclat que pour sa continuité. Cette approche engage bien au-delà du champ militaire. Elle questionne la relation entre citoyens et institutions, entre sécurité et gouvernance, entre endurance et espoir. Observer cette trajectoire, c'est aussi réfléchir à ce que signifie tenir ensemble lorsque la solution n'est pas instantanée. Le Burkina Faso n'a pas clos le chapitre de la peur, mais il a repris la main sur son rythme. Reste alors une question ouverte, adressée sans slogan ni certitude. Dans un monde habitué aux victoires rapides, combien de temps sommes-nous prêts à accorder à la constance pour qu'elle devienne un avenir?